Il rentrait chez lui, mais ces 3 silhouettes, au bord de la route, allaient changer à jamais son destin et le leur, avant de plonger dans cette histoire inoubliable d'amour, de courage et de miracles discrets. Abonnez-vous et activez les notifications, car des histoires comme celle-ci ne sont pas seulement faites pour être entendues, elles sont faites pour être ressenties. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé après qu'il ait arrêté son camion. Kel Madryn n'attendait pas grand-chose de la longue route entre Sycamore Ridge et chez lui. À cette heure-là, peu après 17h30, alors que le soleil se couchait derrière les pins, la route était généralement déserte. C'était comme ça qu'il aimait ça, calme, prévisible. La vieille Chevrolet ronronnait régulièrement sous ses mains calleuses. Le plateau du camion était rempli de planches de cèdre qu'il avait coupées plus tôt, et l'odeur s'accrochait à ses vêtements comme une seconde peau. Il venait de prendre le virage, après le panneau, indiquant le kilomètre 42, lorsque son pied a enfoncé la pédale de frein. Une silhouette se trouvait sur la route. Non, 2, non, 3. Le pick-up crissa, dérapa légèrement sur l'accotement en gravier et s'arrêta dans un coup de frein brusque. Le cœur de Kyle battait à tout rompre dans sa gorge, tandis qu'il passait le frein à main et ouvrait la portière. Une femme était agenouillée près du fossé. Elle était voûtée et serrait 2 petits enfants dans ses bras, des jumelles, âgées de 5 ou 6 ans, immobiles, bien que leur poitrine se soulevait et s'abaissait au rythme fragile de l'épuisement. La femme leva les yeux. Son visage n'était pas ensanglanté, mais il portait les traces d'une fatigue plus profonde que les blessures. Les joues creuses, les lèvres brûlées par le vent, le menton maculé de saleté. Son regard croisa celui de Kyle, à la fois surpris, rebelle et terrifié. « S'il vous plaît », murmura-t-elle d'une voix rauque. « Elles ne sont pas gravement blessées, juste fatiguées et affamées. Ne prévenez pas le shérif. Nous ne sommes pas en infraction. Nous avions juste besoin de nous éloigner de la route. » Cameron, qui le leva lentement les 2 mains, d'une voix calme. « Même vous, vous êtes en sécurité. Je n'appellerai personne. Commençons par les réchauffer. D'accord ?» Elle hésita. Son corps était raide, protecteur. L'une des filles remua et gémit doucement. Ce bruit sembla briser quelque chose en elle. Elle acquiesça. Kyle s'empressa de sortir la couverture qu'il gardait sous le siège passager. Il ne demanda pas leur nom, pas encore. Il étendit la couverture sur la banquette arrière et souleva délicatement l'une des jumelles, avec une habileté acquise par l'expérience. Elle était légère comme une plume, son visage blotti contre son épaule, comme ses fils l'avaient fait autrefois. « Mettez l'autre ici, » dit-il, en montrant le camion. La femme obéit, lentement et avec raideur. Kyle remarqua que ses mains tremblaient et qu'elle retenait son souffle tandis qu'elle installait délicatement le 2e enfant. Une fois les 3 enfants à l'intérieur, il redémarra le moteur et mit le chauffage à fond. « Vous habitez dans le coin ?» demanda-t-elle en jetant un coup d'œil dans le rétroviseur, juste après la prochaine bifurcation, à 8 km. Kyle jeta un coup d'œil sur le côté. « J'ai un endroit sûr, juste dans les bois, avec un toit, mais il y a du chauffage. Vous pourrez vous reposer là-bas. Je ne peux pas rester longtemps. Je ne vous demande pas de rester. Juste un toit et un feu pour cette nuit. » Pour eux, elle acquiesça à nouveau. Le silence s'installa, rompu seulement par le ronronnement du chauffage et le tic-tac rythmé de l'horloge du tableau de bord. Ils arrivèrent à la cabane de Kyle, juste au moment où la lumière commençait à décliner. Elle n'était pas très grande, nichée derrière un bosquet de sycomores, mais elle était propre et, surtout, isolée. Il ouvrit la porte d'entrée, puis la maintint ouverte pendant qu'elle portait une des filles et qu'il prenait l'autre. Il la coucha sur le canapé usé et la couvrit d'une autre couverture. La fillette ouvrit les yeux un instant,
et croisa son regard confiant. Cela provoqua une étrange sensation dans la poitrine de Kyle. Dans la cuisine, il versa de l'eau dans une bouilloire et alluma le brûleur. La femme se tenait silencieusement dans un coin, les bras croisés autour d'elle. Il finit par parler. « Vous devez manger aussi. » Elle le regarda, puis acquiesça lentement. « Vous avez du pain? J'en ai plus que ça. » 15 minutes plus tard, il posa 2 bols de ragoût de poulet épais et des tranches de pain grillé beurré sur la table. Elle hésita, puis s'assit. Elle mangea en silence, les larmes lui montant aux yeux à chaque bouchée. « Il n'avait pas mangé un repas complet depuis 2 jours, dit-elle. « Et enfin, j'ai essayé. Nous avions des crackers, mais ils étaient pas fatigués. Nous marchions depuis le matin. » Kyle n'insista pas. Il se contenta d'acquiescer et dit « Ils vont s'en sortir maintenant. » Elle le regarda longuement avant de demander « Pourquoi m'aidez-vous » Il y réfléchit. La vraie réponse était enfouie quelque part, au fond de lui, bien plus profondément que les mots ne pouvaient l'exprimer. C'était peut-être à cause de cette nuit où il n'avait pas réussi à rejoindre sa femme à temps. C'était peut-être parce que son fils se réveillait encore certaines nuits en hurlant, appelant une maman qui ne reviendrait jamais. Peut-être était-ce simplement parce qu'elle était là et que personne d'autre ne s'était arrêté. Parce que quelqu'un devait le faire, tout simplement. Après avoir installé la petite fille dans la chambre d'amis, Kyle lui tendit une serviette propre et une pile de vieux vêtements de sa sœur soigneusement pliés. Elle cligna des yeux, stupéfaite. « Vous faites confiance à un homme qui vit seul. Je ne pense pas que vous seriez venu jusqu'ici dans le noir, avec 2 enfants, si vous cherchiez des ennuis. » Son visage s'adoucit. « Je m'appelle Cell, dit-elle, et elles sont Lyra et Meera. » Kyle acquiesça. « Kyle, Madryn, mon fils, dort à l'étage. Vous le verrez demain matin. » Elle hésita, puis lui tendit la main. Il la serra fermement mais gentiment. « Merci, dit-elle. » Puis, après avoir pris le temps de nous regarder, il baissa les yeux vers leurs mains, puis vers la porte fermée, derrière laquelle dormait la petite fille. « J'ai failli ne pas le faire, » dit-il d'une voix rauque. « Ce bout de route. D'habitude, je ne regarde plus trop. » Ses yeux brillèrent. « Eh bien, je suis contente que ça se soit passé autrement aujourd'hui. » Kyle ne dormit pas cette nuit-là. Il resta allongé sur le canapé, usé du rez-de-chaussée, les bras croisés sur la poitrine, les yeux fixés sur les poutres en bois au-dessus de lui. Il écoutait le crépitement régulier du poêle à bois et le craquement occasionnel des vieux panneaux de pin qui se tassaient sous l'effet du froid. À l'étage, la porte de la chambre d'amis était restée fermée. Il avait laissé une photo de l'eau et une serviette pliée sur la table de chevet avant de se retirer. La maison semblait différente, pas inhospitalière, juste plus pleine, plus chaude d'une manière qui n'avait rien à voir avec le poêle. Il ferma les yeux, mais ne rêva pas. Au matin, le ciel était gris perle et la cabane sentait légèrement la cendre, l'avoine et le cèdre. Kyle remua la casserole d'avoine sur le poêle, tandis que Talon descendit les escaliers en chaussettes de laine, les yeux gonflés et les cheveux en bataille. Le garçon s'arrêta sur la dernière marche, sentant le changement dans l'air. Kyle prit la parole le premier. « Nous avons de la compagnie, des invités silencieux. Ils resteront un moment. » Talon jeta un coup d'œil vers le couloir. Il ne posa pas de questions. Il ne le faisait jamais, pas depuis l'accident, mais ses épaules se raidirent légèrement avant qu'il ne s'assoie à table. Quelques minutes plus tard, des pas légers résonnèrent sur le parquet. Cell entra dans la cuisine en disant bonjour d'une voix douce, fragile, mais déterminée. Elle s'était nettoyée et avait enfilé les vêtements que Kyle lui avait proposés, une chemise en flanelle délavée et un jean légèrement trop large pour elle. Mais elle semblait plus forte que la veille. «
plus calme. Lyra et Mera la suivaient, les cheveux tressés de façon irrégulière, se frottant entre les yeux pour chasser le sommeil. Elles s'accrochèrent d'abord à ses jambes, hésitantes. Kyle leur fit un signe de tête amical. « Il y a du porridge à la cannelle, si vous voulez. » Mera se pencha vers l'odeur. Celle regarda les bols déjà posés sur la table et cligna des yeux. « Tu as fait le petit déjeuner. Je fais le petit déjeuner tous les jours, » dit Kyle. « Mais il n'y a pas toujours de la cannelle. » Cela lui valut un sourire à peine perceptible. Les filles mangèrent lentement au début, puis plus vite, les cuillères tintant doucement entre les bouchées. Celle touchait à peine à son assiette, les yeux rivés sur ses filles, et Talon, assis en face d'elle, qui mâchait silencieusement et méthodiquement. À un moment donné, Mera laissa tomber sa cuillère. Elle tomba sur le sol, dans un bruit métallique. Talon se baissa, la ramassa et la lui tendit sans un mot. Elle le regarda, puis sourit. C'était le premier sourire qui restait plus tard dans la matinée. Celle se tenait dans le jardin, les bras croisés, observant la petite remise que Kell utilisait comme atelier. Ses filles exploraient la lisière du bois, restant à l'intérieur de la limite marquée par la vieille clôture. Leur rire flottait faiblement dans l'air. Kyle la rejoignit avec 2 tasses de café. Il lui en tendit une. « Tu n'es pas habitué au silence, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Celle lui jeta un coup d'œil, pas le genre qui n'a pas envie d'attendre la prochaine catastrophe. Cal ne répondit pas, mais il comprit parfaitement. Elle but une gorgée de café et expira. « Cet endroit ne donne pas l'impression d'être caché. On a l'impression de respirer à nouveau. Tu peux rester ici, » dit-il simplement, sans limite de temps, sans loyer. Sorel se tourna vers lui, les yeux plissés, tandis que Kyle regardait vers les bois. « Parce que tu n'as pas abandonné. Tu ne t'es pas effondré là-bas, même quand personne ne te regardait. C'est important. » Une pause, et il ajouta « Parce que j'ai trop d'outils et pas assez d'aide pour préparer l'hiver. » Elle rit doucement, mais sincèrement. C'était la première fois qu'elle baissait suffisamment sa garde pour laisser transparaître quelque chose de léger. « D'accord, » dit-elle, « mais je sais faire autre chose que planter des clous. J'ai enseigné les sciences en 4e et j'ai animé un atelier de menuiserie. Je sais me servir d'une scie circulaire. » Kyle haussa un sourcil. « Maintenant, je suis vraiment content que vous vous soyez arrêtés ici. » Cet après-midi-là, Sorel aida à réparer la marche déformée de la véranda arrière. Kyle lui tendit des clous et se tint à côté d'elle pendant qu'elle travaillait, la regardant mesurer une ligne avec son marteau, réfléchi et habile. La stabilité de ses mains l'impressionnait. Pendant ce temps, les filles jouaient avec Talon, qui avait sorti une vieille boîte en fer contenant des billes et un damier en piteux état. Ce n'était pas encore des rires, mais c'était plus que du silence. Alors que le soleil commençait à descendre, celle se leva de la véranda, époussetant son jean. « Tu sais, » dit-elle en regardant ses filles, elles adoraient aller à la bibliothèque. Tous les samedis, nous avions une routine, petit déjeuner, puis livre, heure du conte. Cela fait des mois que nous n'avons plus fait cela. Il y a une bibliothèque en ville, proposa Kyle. Elle est petite, mais les enfants dessinent sur les fenêtres quand il pleut. Sorel sourit à cette image. Ça me plairait bien de voir ça. Kyle la regarda, la lumière déclinante illuminant son visage et adoucissant les traits qui avaient été si durs pendant si longtemps. Elle se tenait toujours droite, mais elle ne se crispait plus. « Tu ne fais pas que te reposer ici, » dit-il doucement. « Tu guéris. » Celle ne répondit pas tout de suite. Elle se dirigea plutôt vers ses filles, accroupie à côté de Talon, qui examinait une bille bleue lisse à la lumière du soleil. Elle s'agenouilla à côté d'elle et passa ses bras autour de leurs épaules pour les serrer contre elle.
Puis elle regarda Kyle, et sa voix était calme lorsqu'elle prit la parole. « Je crois que c'est la première fois depuis longtemps. Je veux rester. » Cette nuit-là, Talon ne parvint pas à dormir. La cabane était trop silencieuse. Un silence différent de celui auquel il était habitué. Pas le silence creux et résonnant qui avait suivi le décès de sa mère, mais un silence doux, le genre de silence qui laisse entendre la respiration légère des personnes présentes, de la chaleur, du mouvement. Murmurèrent des rires derrière les murs. Allongé sur le dos, il fixait le plafond de sa petite chambre, dont les panneaux de bois étaient vieux et familiers. Mais maintenant, derrière eux, de l'autre côté du mur, il y avait deux filles qui pliaient leurs chaussettes en deux et riaient à l'unisson, qui chuchotaient à travers la bouche d'aération à propos de la forme des nuages et des biscuits en forme d'animaux qu'elles préféraient, qu'il avait surnommé le silencieux, et lui avait offert un crayon de couleur sans lui demander son avis. Talon tira la couverture plus près de ses épaules. Il était resté silencieux si longtemps que cela faisait désormais partie de lui, en partie par choix, en partie par défense. Parler signifiait s'ouvrir, parler signifiait prendre un risque. Mais maintenant, l'air dans la maison bourdonnait différemment, non pas de peur, mais d'espoir, petit et régulier, et deux filles effleuraient le bord de son monde, le mettant au défi de les remarquer. En bas, Kyle et Sel étaient assis à la table de la cuisine. Le feu de la cuisinière projetait une lumière dorée sur les murs. Entre eux se trouvait un carnet de croquis usés, du genre que Talon avait l'habitude de laisser ouvert, mais sans jamais donner d'explication. Sorel le feuilleta lentement, s'arrêtant sur une page où un garçon était assis à un arrêt de bus, sous un parapluie, attendant quelqu'un qui ne venait jamais. « Il dessine ses sentiments », dit-elle doucement. « La plupart des gens dessinent des choses. Talon dessine le silence. Kyle acquiesça. C'est ainsi qu'il se souvient et qu'il se cache, ajouta-t-elle sans méchanceté. Les doigts de Karl tambourinèrent une fois sur la table, puis s'arrêtèrent. Il n'avait pas parlé depuis l'accident. Sel ne posa pas de questions sur l'accident. Elle respectait le silence. Elle en avait assez fait dans sa vie. Elle ferma le carnet et dit « Ça te dérangerait si je lui donnais quelque chose pour dessiner au plafond ?» Qu'elle cligna des yeux. Au plafond, elle sourit. « Fais-moi confiance. » Le lendemain matin, Sel arriva avec une pile de bouses de papier colorées, de la colle et de vieux magazines. Elle s'installa dans le salon comme dans une salle de classe de maternelle, disposant le matériel comme s'il s'agissait de trésors. Lyra et Mera se précipitèrent avec joie, mais Talon resta à l'entrée, indécis. Sur elle leva les yeux. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, » lui dit-elle. « Mais si tu veux nous aider à décorer le plafond au-dessus de ton lit, avec des étoiles en papier et des rêves, nous serions ravis que tu te joignes à nous. » Lyra, assise en tailleur, brandissait une paire de ciseaux comme un décret royal. Mera agitait un bâton de colle. Talon restait figé sur place. Puis il s'avança lentement. En milieu de matinée, des étoiles en papier fleurissaient sur la table à manger. Certaines étaient irrégulières, d'autres parfaites. Certaines étaient ornées de dessins de loups ou de mots comme « appartenance » et « grimper plus haut », découpés dans des magazines. D'autres n'étaient que des éclats de couleurs. Kyle observait depuis l'embrasure de la porte de son atelier, les bras croisés, faisant semblant d'avoir besoin d'un café, tout en absorbant tranquillement la scène. Son fils ne disait rien, mais pliait et arrangeait. Sa maison ne résonnait pas, mais était remplie de rires. Lorsque les enfants disparurent à l'étage avec du ruban adhésif et des échelles, Sel s'attarda près de la cheminée en regardant les braises. « Il s'ouvre », dit-elle doucement. Kyle suivit son regard. « Grâce à toi », Sorel secoua la tête. « Grâce à eux, ton fils. » Il avait vu un silence qui excluait le monde. Mais les filles, elles avaient vu le silence utilisé pour survivre.
Mais lorsque ces deux silences se rencontrent, ils font parfois place à quelque chose de nouveau. Kyle ne dit rien, mais dans sa poitrine, quelque chose bougeait. Cette nuit-là, après que tout le monde se fut endormi, Talon se glissa dans sa chambre et s'allongea sur le lit. Au-dessus de lui, le plafond n'était plus uni. C'était une mosaïque d'étoiles, de galaxies colorées tourbillonnantes et de découpes. Juste au-dessus de son oreiller, il y avait une forme de main, tenant une autre découpe en papier doré. Près du coin, un petit dessin représentant une cabane se trouvait sous un ciel rempli du mot « lumière », écrit à plusieurs reprises dans différentes couleurs. Au centre, il y avait une phrase, écrite d'une écriture bancale. « Les étoiles sont plus silencieuses ici. » Talon la fixa, le cœur battant. Il ne dit rien, mais il sourit. Le lendemain matin, Surelle trouva un morceau de papier plié sur la table de la cuisine. Il y avait dessiné deux filles se tenant la main, avec un garçon debout à côté d'elle. Le garçon tenait une bille dans une main et une étoile en papier dans l'autre. En dessous, 4 mots étaient écrits au crayon, d'une écriture soignée. « Merci de m'avoir remarqué. » Elle ne pleura pas, mais s'assit sur la chaise la plus proche, se couvrit la bouche et laissa le silence l'envelopper comme une étreinte. Calais entra quelques instants plus tard, vit le dessin et le lut par-dessus son épaule. Sa voix s'était douce. Il commence à revenir. Celle leva les yeux, le regard indéchiffrable, mais les yeux brillants. « Nous aussi, » dit-elle. Ce soir-là, juste avant que le soleil ne disparaisse derrière les pins, Kyle se tenait sous le porche et regardait les enfants courir dans l'herbe. Lyra et Mera sautillaient. Talon les suivait en souriant. Sorel sortit à côté de lui, une tasse à la main, son épaule effleurant presque la sienne. « Ils font du bruit, » dit Kyle. « Ils sont vivants, » corrigea-t-elle doucement. Et pour la première fois depuis des années, Kyle ne se souciait pas du bruit. Il l'appréciait. Tout avait commencé, comme beaucoup de choses importantes, avec une tasse de café. Kyle avait toujours été le premier à se lever. Le matin, la maison était encore calme. Le monde ne lui demandait encore rien. Il aimait cette routine, moudre le café, faire chauffer l'eau, écouter le ronronnement discret de la cuisinière. Mais ce matin-là, il n'était pas seul. Surelle se tenait à la fenêtre de la cuisine, déjà réveillée, les bras croisés sur un pull en tricot. Elle ne se retourna pas lorsqu'il entra, mais il pouvait voir le léger mouvement de son souffle contre la vitre, alors qu'elle regardait fixement la cour recouverte de brouillard. « Je ne voulais pas te réveiller, » dit-il doucement. « Tu ne m'as pas réveillé, » répondit-elle sans se retourner. « Je n'ai pas vraiment dormi. » Kyle versa 2 tasses sans demander et lui en tendit une. Elle l'accepta sans un mot, ses doigts serrant la céramique ébréchée, comme si c'était un objet précieux. Ils restèrent debout dans un silence complice, de ceux qui n'ont pas besoin d'être comblés. Dehors, le soleil commençait à percer à travers la cime des arbres, transformant la brume en or. « Tu ne te lasses jamais du silence ?» demanda finalement Sorel. Kyle but une gorgée. « Avant, je pensais que j'en avais besoin. Après la mort de ma femme, le silence était la seule chose qui n'attendait rien de moi. » Elle acquiesça, les yeux toujours fixés sur la fenêtre. « J'en avais besoin, après notre fuite. Mais maintenant, j'ai l'impression que c'est comme si je me cachais. » Kyle posa doucement sa tasse. « Tu ne te caches pas ici. Tu es en train de construire quelque chose, même si tu ne t'en rends pas encore compte. » Sorel se tourna vers lui, le regard fixe. Il n'y avait plus aucune peur dans son expression, aucune méfiance, seulement une profonde lucidité fatiguée. « Tu dis ça comme si tu y croyais. »« Oui, » dit simplement Kyle, et c'était vrai. Le changement dans la maison de Talin et en lui-même s'était produit sans crier gare. C'était comme si leur présence, surtout la sienne, avait rouvert quelque chose dont il ignorait l'existence.
Sorel s'adossa au comptoir, serrant sa tasse entre ses mains. « Tu ne poses pas de questions, dit Kyle en haussant les épaules. Je pense que les gens disent ce qu'ils sont prêts à dire. Elle le regarda longuement. Puis mon mari était leur père. Il est mort dans un accident de bateau. 3 mois plus tard, sa famille a essayé de me les enlever. Ils ont dit que je n'étais pas apte, que je n'avais pas ma place, qu'ils avaient les moyens de les élever correctement et que moi, non. Kyle serra les mâchoires, mais il ne l'interrompit pas. Je me suis battu, pas avec mes poings, mais avec des papiers, des tribunaux et toute la patience dont j'étais capable. Et quand ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas gagner devant la loi, ils nous ont chassés discrètement. Personne ne nous a aidés, personne ne m'a cru. Elle baissa les yeux vers son café, puis les releva. Jusqu'à ce que tu arrives. Kyle ne dit rien tout de suite. Le poids de ses mots remplissait la pièce. Tu ne les as pas fuis, dit-il. Tu as couru vers tes filles. Une longue pause. Oui, dit-elle doucement. Il acquiesça, la voix rauque. Alors tu es plus courageuse que la plupart des gens que je connais. Plus tard dans la journée, Kyle se rendit en ville pour faire des provisions. Sorel insista pour l'accompagner. La fillette resta avec Tal, en qui Sorel avait désormais plus confiance qu'en la plupart des hommes, et les 3 enfants formaient désormais leur propre constellation. À l'épicerie, les gens saluaient Kyle poliment. Il n'avait jamais été très bavard, mais tout le monde le connaissait. Respectable, solide, discret, le genre d'homme qui aidait sans faire de bruit. Sorel restait près de lui, mais ne se recroquevillait pas. Lorsqu'ils passèrent devant le tableau d'affichage, elle s'arrêta. Une petite affiche était épinglée parmi les annonces pour des pièces de tracteur et des chiens perdus. Refuge pour femmes, recherche de témoins dans une affaire de garde d'enfants. Ses doigts se figèrent. Kyle s'approcha d'elle, lisant son immobilité aussi clairement que des mots. « Ils te cherchent toujours ?» demanda-t-il à voix basse. Elle acquiesça. « Je ne sais pas jusqu'où ils peuvent aller, mais ils connaissent mon nom. Alors on ne l'utilisera pas ici, dit-il, pensant déjà à la suite. Tu peux te faire appeler Mise si quelqu'un te demande. » Celle cligna des yeux. « Ce n'est pas mentir, c'est te protéger, tes filles, » répondit Kyle. « C'est faire ce que tu as déjà fait 100 fois auparavant. Cette fois, tu n'es pas seul. » À la maison, les enfants avaient construit un fort avec des couvertures dans le salon. À l'intérieur, Lyra lisait à haute voix un exemplaire usé de Charlotte's Web, sa petite voix pleine de suspense. Mera illustrait l'histoire sur des bouts de papier et Talon, étonnamment, coloriait le ciel avec des pastels bleus. Sur elle, les regardait depuis le couloir, le cœur serré. Lorsque Kyle lui toucha légèrement le bras, elle ne se retira pas. « Ils ont fait de cet endroit leur maison, » dit-elle. Kyle sourit. « Tu les as aidés à le faire. » Ce soir-là, Celle se retrouva à la table de la cuisine, seule avec Talin. Kyle était sorti pour empiler du bois de chauffage. Les filles dormaient. Elle hésita, puis posa un carnet de croquis devant lui. « Dessine-moi quelque chose, » dit-elle doucement. « N'importe quoi. » Talon la regarda dans les yeux, indécis. « Tu n'as pas besoin de me le montrer. Dessine-le simplement. Tu peux le déchirer après si tu veux. » Il acquiesça d'un signe de tête et prit le crayon. 10 minutes plus tard, il fit glisser le papier sur la table et s'éloigna en silence. Sorel baissa les yeux. Sur la page, 3 enfants étaient assis dans une cabane faite d'étoiles. À l'extérieur, 2 adultes les surveillaient, l'un avec des mains puissantes, l'autre avec des yeux calmes. En bas, Talon avait écrit « C'est ça, se sentir en sécurité ». Le grenier n'avait pas été touché depuis plus d'1 an. Kyle l'évitait, comme certains évitent les miroirs. Ce n'était pas tant la poussière qui le dérangeait que les souvenirs qui se cachaient derrière. Mais lorsque le vent se mit à souffler plus fort, cet après-midi-là, et que Mera déclara que son lit
était trop froid pour la nuit. Kyle se souvint de la vieille couette, épaisse, cousue à la main et usée par le temps, qui était soigneusement pliée dans un coffre, en cèdre sous une boîte de guirlandes de Noël et d'outils oubliés. Elle avait appartenu à sa défunte épouse. Il hésita au pied de l'escalier du grenier, une main sur la rampe, l'autre tenant une lampe de poche. Sorel se tenait derrière lui, observant en silence. Elle semblait comprendre qu'il ne tergiversait pas parce qu'il ne la trouvait pas. Il tergiversait parce qu'il pouvait. « Tu veux que je m'en aille ?» demanda-t-elle doucement. Kyle secoua la tête une fois. « Non, mais tu peux m'aider à le descendre. » Elle acquiesça. Ils montèrent ensemble, l'air chargé de l'odeur du bois et du vieux lin. Des grains de poussière flottaient dans la lumière oblique de l'après-midi. Le coffre en cèdre attendait près du mur du fond. Kyle s'agenouilla devant lui comme quelqu'un qui salue quelque chose de sacré, passant une main sur sa surface avant de soulever le couvercle. La couette était là, pliée en 3 parties égales, ses bords brodés de petites fleurs sauvages et de noms cousus avec soin. Kyle Ray Talon. Près du bas, un carré inachevé, vide, comme s'il avait attendu. Il ne dit rien. Il le souleva simplement, le tint un instant, puis fit un signe de tête à Celle. Elle s'avança et l'aida à le porter en bas. Dans le salon, Mera et Lyra poussèrent un cri lorsqu'elles le virent. « C'est énorme !» dit Lyra, en tirant sur un coin. « Ça sent la forêt !» ajouta Mera, en enfouissant son visage dedans. Sorel déplia la couverture avec précaution et la posa sur le canapé pour qu'elle puisse encore s'asseoir. Le soleil de l'après-midi se reflétait sur les fils fins de la broderie, et Lyra suivit chaque nom du bout du doigt. « Qui est Chéré ?» demanda-t-elle doucement. La voix de Kyle était calme. « Ma femme. » Mera pencha la tête. « Où est-elle maintenant ?» Il ne mentit pas. Elle était décédée, il y a quelque temps. Il y eut un silence, calme, mais pas pesant. Puis, Mera dit, elle devait être vraiment gentille pour avoir fait quelque chose comme ça. Kyle sourit faiblement. Elle l'était. Ce soir-là, alors que le feu crépitait doucement et que la maison s'installait dans un rythme paisible, sur elle était assise, à côté de la couette, un nécessaire à couture sur les genoux. Elle avait trouvé du fil dans le placard de l'entrée et avait déniché un morceau de flanelle dans une pile de vieilletés d'oreillers. « J'aimerais ajouter leur nom, » dit-elle, sans vraiment demander la permission, laissant plutôt Kyle décider ce qu'il en pensait. Il leva les yeux du livre qu'il ne lisait pas vraiment. « Tu es sûr ?» Elle acquiesça. « Si ça veut dire... si ça te va ?» Kyle la regarda longuement, puis acquiesça une fois. « Oui, je pense que Ray aurait aimé ça. » Celle se pencha sur son ouvrage, le fil glissant sur le tissu avec une précision minutieuse. Lyra et Mera la regardaient avec fascination. Mera lui tendait le fil. Lyra choisissait les couleurs. Kyle retourna à son livre, mais pas avant d'avoir remarqué à quel point la présence de Celle remplissait la pièce. Elle n'était ni bruyante, ni envahissante, juste présente, comme la courte pointe, comme la maison. 1 heure plus tard, sur elle tendit l'aiguille à Lyra, qui cousit avec enthousiasme un petit cœur de travers à côté de son nom. Mera ajouta une petite étoile. Les filles sconfigliorolaient rayonnaient de fierté. « Maintenant, c'est vraiment à nous, » dit Mera. Talon, qui dessinait tranquillement à proximité, se leva et s'approcha. Il toucha doucement le tissu, puis Tiffy regarda Kyle. « Je peux ajouter quelque chose, moi aussi. » C'était la première phrase complète qu'il prononçait depuis plus d'1 an. Kyle cligna des yeux, la gorge serrée. Il parvint à acquiescer. Talon choisit un fil bleu et broda soigneusement un petit arbre dont les branches s'étendaient jusqu'au bord du tissu. Puis, en dessous, il broda un seul mot. « Espoir ». Celle ne dit rien. Ses yeux brillaient, mais elle souriait, malgré tout. Plus tard, après que les enfants furent couchés,
Kyle s'attarda près du feu tandis que sur elle pliait soigneusement la couverture et la posait sur l'accoudoir du canapé. Elle se tourna vers lui, les bras croisés sur sa poitrine. « Je pense qu'elle serait fière de ce que cette maison est devenue, dit-elle. Kyle regarda les flammes. « Je l'espère. » Il fit une pause. « Je pensais que le meilleur de ma vie était derrière moi, dit-il d'une voix basse, comme si toute la beauté avait déjà eu lieu et que le reste n'était plus que maintenance. Sur elle s'approcha. « Et maintenant, dit-il, en la regardant dans les yeux, maintenant, je n'en suis plus si sûr. » Elle soutint son regard pendant un long moment, puis murmura « Moi non plus. » Ils restèrent là encore une minute, silencieux, remplis d'émotions inexprimées, jusqu'à ce que la voix de Talon rompe le silence. Papa Kyle se retourna. Talon se tenait dans le couloir, une couverture à la main. « Je crois que les fils ont oublié ça. » Kyle la lui prit et sourit. « Merci mon grand. Retourne dormir. » Talon acquiesça et disparut dans le couloir. Kyle tendit la couverture à Celle, mais elle secoua la tête. « Tu devrais les border, dit-elle. Elle te considère déjà comme faisant partie de leur couverture. » Qu'elle remarqua d'abord l'homme parce qu'il n'était pas à sa place. C'était un jeudi après-midi, un de ces jours où il ne se passe généralement rien. Il avait emmené Mera et Talon en ville pour la journée, à la bibliothèque. Celle et Lyra étaient restées à la maison pour faire du pain à la banane et peindre de vieux pots en verre pour les semis de printemps. La bibliothèque était calme, embaumant la poussière, paisible. Mera s'était blottie sur le sol à côté de Talon, avec une pile de livres d'images. Kyle se tenait à la caisse, attendant que la bibliothécaire scanne les titres. Puis la porte d'entrée s'ouvrit et le silence se brisa. Un homme entra, grand, vêtu d'un costume gris bien ajusté, les cheveux poivre et celles coupées avec précision. Il portait des chaussures en cuir qui n'avaient jamais touché le gravier. Il retira ses lunettes de soleil avec la même lente assurance que Kyle avait observé dans les salles d'audience et les publicités électorales. Le regard de l'homme balaya la pièce et se posa sur Mera. Elle ne le vit pas, mais Kyle remarqua tout. La mâchoire crispée de l'homme, le léger pas en avant, la façon dont ses lèvres s'entr'ouvrirent comme s'il allait appeler, puis se refermèrent. L'instinct de Kyle se réveilla. Il s'éloigna du comptoir et se plaça entre l'homme et les enfants. « Je peux vous aider ?» demanda-t-il d'un ton calme mais ferme. L'homme cligna des yeux, pris au dépourvu. Je regardais juste. C'était ma ville natale. Sa voix était douce et assurée. Kyle ne bougea pas. C'est un bel endroit, petit cependant. On remarque quand des étrangers reviennent. Une pause. L'homme acquiesça d'un signe de tête. Bien sûr, c'est ma faute. Et sur ces mots, il se retourna et partit. Kyle attendit encore une minute, puis pas, rassembla discrètement les enfants et se dirigea vers le camion. De retour à la cabane, Sorel était en train de glacer un cake à la banane. Lorsqu'il revint, Lyra courut accueillir sa sœur. Talon aida à décharger les livres. Qu'il attendit qu'il soit hors de portée de voix, puis ferma doucement la porte et se tourna vers elle. « Il faut qu'on parle. » Quelque chose dans son ton la figea, la spatule à mi-chemin entre la poêle et l'assiette. Il lui raconta tout, chaque geste, chaque regard, chaque instinct. Quand il eut terminé, elle resta immobile pendant un long moment, une main agrippée au bord du comptoir, comme si cela la retenait dans la pièce. « Il a dit son nom ?» demanda-t-elle enfin. « Non », avala-t-elle. « Je pense que c'était lui, Grant Wexley. » Kyle fronça les sourcils. « Ton père biologique ?» Elle acquiesça. « On s'est rencontrés à l'université. Ce n'était pas une relation occasionnelle. Mais quand je suis tombée enceinte, sa famille m'a clairement fait comprendre que je n'avais pas ma place.
Je ne lui ai jamais dit lequel des jumeaux était le sien. Je ne voulais pas qu'il soit utilisé comme monnaie d'échange. Alors, j'ai disparu. Sa voix ne tremblait pas, mais quelque chose vacillait dans ses yeux. Une douleur enfouie si profondément qu'elle ne remontait à la surface que lorsqu'on creusait suffisamment fort. Kyle s'assit lentement. Que voudrait-il maintenant? Sur elle s'appuya contre l'évier, les bras croisés. Je ne sais pas, peut-être rien, peut-être juste tourner la page, ou se débarrasser de sa culpabilité. Ou alors, elle a rompu, ou peut-être qu'on lui a dit qu'il était mourant et qu'il veut jouer les sauveurs avant de mourir. L'expression de Kyle ne changea pas. Quoi qu'il en soit, il n'a pas le droit de débarquer ici et de prétendre qu'il a des droits. Celle le regarda avec surprise. « Tu es en colère. Je suis furieux. » Kyle a dit qu'il avait eu sa chance. Il ne s'est pas battu pour toi. Il ne s'est pas battu pour elle. C'est toi qui t'es battu. Et maintenant, il vient renifler dans les parages, comme s'il avait son mot à dire sur la façon dont ça va se terminer. Il se leva. « Pas sous ma surveillance. » Celle cligna rapidement des yeux, puis tendit la main et attrapa son poignet, non pas pour l'arrêter, mais simplement pour le retenir. « Kyle, je ne te demande pas de te battre, tu n'as pas à le faire, » dit-il doucement. « J'ai déjà choisi mon camp. » 3 jours passèrent avant que Grant Wexley ne revienne. Cette fois, il ne se faufila pas. Il remonta l'allée de gravier dans un SUV noir aux vitres teintées et sortit lentement, les mains bien en évidence. Kyle était déjà dehors, les bras croisés, détendu, mais prêt. Grant s'arrêta à mi-chemin de l'allée. « J'aimerais parler à Serrel seul, si possible. » Kyle ne bougea pas. « Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je ne suis pas venu pour prendre quoi que ce soit, » dit Grant. « Je veux juste savoir. » Qu'elle plissa les yeux. « Savoir quoi ?» La voix de Grant trembla légèrement. « Si elle est heureuse, si elle est en sécurité, si elle m'a pardonné. » La porte s'ouvrit en grinçant derrière eux. Sorel sortit, les bras le long du corps. Son visage était impassible. « Elle est juste là, » dit-elle. Grant se retourna. « Sorel, tu as vieilli, » dit-elle d'un ton neutre. « Oui. » Ils se regardèrent longuement. Puis Grant parla plus doucement. « Je suis venu parce que j'ai entendu des histoires. Une femme avec 2 filles qui s'est battue pour les protéger, qui a disparu. Et quand j'ai vu cet enfant à la bibliothèque, j'ai tout de suite su. » Celle expira lentement. « Tu es parti. Et maintenant tu es là parce que c'est pratique de te sentir coupable. »« Non, » dit-il rapidement. « Je suis ici parce que je n'ai jamais cessé de penser à toi. Je ne me suis pas battu quand j'aurais dû. J'ai été lâche, mais je ne suis pas venu pour tout détruire. Je veux juste te dire que je suis désolé. » Il jeta un coup d'œil à la cabane, et pour le remercier de ce qu'il a fait, Kyle ne dit pas rien. Celle hocha la tête. « Tu ne diras à personne que tu nous as trouvés? Non, tu ne vas pas essayer de revendiquer ta paternité ou d'obtenir un droit de visite. Je te le jure. » Elle l'observa. « Alors demain, tu auras 5 minutes dans le jardin avec elle. Pas de questions sur le passé, juste maintenant. » Les yeux de Grant se remplirent légèrement de larmes. C'est tout ce que j'espérais. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, Kyle s'assit sous le porche et regarda les arbres. Celle le rejoignit et enroula un châle autour de ses épaules. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle acquiesça. « Je crois. C'est étrange, mais c'est un soulagement d'être vu, même par quelqu'un qui vous a déçu. » Kyle la regarda. « Tu ne cherchais pas à tourner la page? » « Non, » répondit-elle. « Je l'avais déjà fait. J'avais juste peur qu'ils viennent détruire ce que nous avions construit. » Kyle parla doucement. « Il ne le fera pas. » Elle sourit, le regard doux. « Je le sais, » murmura-t-elle, « parce que c'est toi qui es resté. » Le banc avait toujours été là, niché sous la canopée des vieux pins, à l'arrière de la propriété de Kyle. Ce n'était pas grand-chose, juste 2 larges planches et des pieds en fer rouillés. Mais il avait résisté
aux saisons, à la neige, à la chaleur et au calme. Rai l'avait un jour qualifié de « siège de l'âme », l'endroit où les conversations étaient plus sincères, les cœurs plus légers. Kyle ne s'y était pas assis depuis des années, mais ce matin-là, il l'avait nettoyé. Grant Wexley arriva peu avant 10 heures, habillé simplement cette fois-ci, pas de costume, pas d'entourage. Il se gara en bas de la route et remonta seul le chemin de gravier. Sorel était déjà dans le jardin, Lyra lui tenant la main. Une fleur en papier était épinglée à sa tresse. Kyle resta près d'elle, mais lui laissa de l'espace. Il faisait désormais confiance à l'instinct de sel, comme il faisait confiance à ses propres mains, usées mais sûres. Grant s'approcha doucement, les yeux fixés sur l'enfant, à côté d'elle. « Bonjour », dit-il d'une voix basse. « Tu dois être Lyra. » Lyra leva les yeux. « C'est vous, monsieur de la bibliothèque ?» Grant cligna des yeux. « Oui, je t'ai vu lire. J'aime les livres. Moi aussi. Avant, dit-il, en esquissant un sourire hésitant. Je n'ai plus le temps, ces derniers temps. Celle lâcha doucement la main de Lyra. Va jouer avec Mera et talonne, ma chérie. Je reste ici. Lyra hésita, puis acquiesça, et courut vers la balançoire. Grant se tourna vers Sorel, mais elle lui fit signe de s'asseoir sur le banc, sous les pins. Parlons là-bas. Ils restèrent assis en silence pendant un moment. L'épine murmurait au-dessus d'eux, leurs aiguilles effleurant doucement le banc, comme si la nature se penchait pour écouter. Grant croisa les mains. « J'ai failli ne pas revenir. » Celle fixait l'horizon. « Mais tu es revenu. Je pensais avoir le temps, dit-il. Je pensais avoir toujours la possibilité d'arranger les choses. » Elle n'a rien dit. Puis, les médecins m'ont dit qu'il ne me restait peut-être plus qu'1 an à vivre, voire moins. Et j'ai réalisé que je ne voulais pas quitter ce monde avec seulement la honte pour tout héritage. Celle se tourna lentement vers lui. « Tu penses que cette visite te rachète ?» Il grimaça. « Non, mais j'espérais que ce serait un début, pas pour moi, pour elle. » Grant regarda Lyra, qui se balançait maintenant, ses cheveux jouant avec la lumière. « Je vois que tu l'as élevée avec fougue, » dit-il. « Elle est forte. Je l'ai élevée dans la vérité, » répondit Sorel. « Pas dans l'amertume, juste dans l'honnêteté, que parfois les gens te déçoivent, mais que tu peux quand même t'en sortir. » Il déglutit. « Est-ce qu'elle sait qui je suis ? Non, et elle ne le saura pas. Je ne lui demanderai pas de porter le poids de tes regrets. » Grant acquiesça lentement. « Je respecte ça. » Ils restèrent assis en silence. Puis celle posa une question qu'elle ne s'était pas attendue à poser. « Pourquoi Lyra ?» Grant eut l'air surpris. « Tu n'avais aucun moyen de savoir laquelle des jumelles était la tienne. Je ne te l'ai jamais dit, mais à la bibliothèque, tu l'as regardée droit dans les yeux. Pas Mera. » La voix de Grant se brisa. Elle ressemblait exactement à ma sœur à cet âge. Les mêmes sourcils, le même menton. Je le savais. Sorel cligna des yeux, puis détourna le regard. « Je ne voulais pas les aimer différemment, » dit-elle. Alors, je ne me suis jamais permis de croire que l'une avait plus de droit sur le passé, juste autant de droit sur l'avenir. Grant fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une petite enveloppe. C'est pour elle. Ce n'est pas de l'argent, juste une lettre pour un jour, si jamais elle veut la lire. Celle la prit sans un mot, puis se leva. « Vous avez eu 5 minutes, dit-elle. Je vous suggère de passer le reste à la regarder, à vraiment la regarder. Et puis tu pars. » Grant se leva aussi, l'émotion crispant ses traits. « Elle est incroyable, » murmura-t-il. « Elle l'est, » répondit celle fermement. « Mais pas grâce à toi. » Cal était sous le porche quand elle revint. Elle lui tendit l'enveloppe sans un mot. Il la retourna et lut le nom, Lyra Wynne. Sa mâchoire se crispa. Tout s'est bien passé. Elle acquiesça. Ça s'est passé. Elle s'assit près de lui. Le silence entre eux était désormais confortable, familier, comme un manteau usé. « Je pensais que je me sentirais vengé, »
dit-elle enfin, ou soulagée. Mais je me sens juste finie. Finir peut être une bonne chose. Kyle a dit que finir signifie faire de la place pour autre chose. Elle pencha la tête vers lui. Tu penses que quelque chose d'autre va arriver? Il ne sourit pas, mais sa voix était douce. Je pense que c'est déjà arrivé. Ce soir-là, le banc sous les pins devint un lieu de rassemblement. Kyle apporta de la limonade. Celle étendit une couverture. Les enfants jouaient à chatte autour des arbres, tandis que les lucioles clignotaient dans le crépuscule. Talon éclata de rire lorsque Mera tomba de manière spectaculaire dans un tas de feuilles. Lyra fabriqua une couronne avec des aiguilles de pin et la posa sur la tête de sa mère, la proclamant reine des arbres. Kyle les regardait tous, une étrange douleur naissant dans sa poitrine. Ce n'était pas de la douleur, c'était un retour. À un moment donné, Celle appuya sa tête contre son épaule. Juste un instant, mais suffisamment longtemps pour qu'il se souvienne de ce que cela signifiait, de se sentir choisi, même en silence. Il ne bougea pas, il n'en avait pas besoin. Les étoiles commencèrent à apparaître, une à une, au-dessus des arbres. Talon les montra à Mera, qui insista pour qu'ils appellent la plus brillante Espoir. Kyle baissa les yeux vers la femme à côté de lui. Ses yeux étaient fermés, mais son sourire était sincère. Pour la première fois depuis des années, le banc sous les pins renfermait plus que des souvenirs. Il renfermait quelque chose qui devenait entier. Le piano était resté dans un coin du salon pendant des années, sans que personne n'y touche. Il avait appartenu à Ray. Kyle l'avait déplacé après sa mort, non par sentiment, mais parce qu'il lui semblait mal de s'en débarrasser. Il était devenu un meuble plus décoratif que fonctionnel. Ses touches d'ivoire, recueillantes, autant la poussière que le silence, jusqu'à ce que Mera s'en approche un après-midi pluvieux et appuie sur une seule note avec la crainte respectueuse de quelqu'un qui découvre la magie pour la première fois. Celle leva les yeux de son linge plié et sourit. « Tu veux apprendre ?» Mera acquiesça. « J'enseignais la musique avant de me tourner vers les sciences, » dit Celle. « Je peux t'apprendre les bases. Lyra peut t'apprendre aussi, bien sûr, et Talon aussi. » Sur elle jeta un coup d'œil vers le couloir. Talon écoutait. Il écoutait toujours, mais faisait semblant de ne pas le faire. Elle n'insista pas, laissant la musique venir à lui. À la fin de la semaine, le salon avait changé d'ambiance. Les notes formaient des motifs. Les motifs se transformaient en mélodies. Lyra aimait les chansons entraînantes, mais Hera préférait les morceaux plus lents et plus mélancoliques. Sur elle les encourageait toutes les deux avec patience et joie. Elle ressortit les vieux livres pour débutants de Ray et en écrivit de nouveaux dans les marges, juste pour le plaisir. Kyle restait près la tête près de la porte, les bras croisés, le visage impassible. Il ne disait pas grand-chose, mais la lumière du porche, qui s'allumait généralement à la tombée de la nuit et s'éteignait avant le coucher, restait allumée plus longtemps, comme si la maison attendait quelque chose. Talon le remarqua et, un soir, alors que les filles dormaient, il s'assit au piano et posa ses doigts sur les touches. Il resta simplement assis là. Sur elle ne dit rien. Elle tira une chaise dans la cuisine et observa de loin, laissant le silence s'installer comme la brume du matin. Au bout de quelques minutes, Talon joua 3 notes, lentes, simples, hésitantes. Puis il s'arrêta. Kyle entra dans la véranda, les bottes boueuses, et se figea en entendant le son. Talien regarda par-dessus son épaule. Je voulais juste voir si ça se souvenait de moi. La voix de Kyle n'était qu'un murmure. Oui, le lendemain, Celle prit Kyle à part. Il y a un récital de printemps à l'église, dit-elle. C'est très informel. Il y aura surtout des enfants du quartier. Les filles veulent chanter. Talon voudrait peut-être jouer. Kyle haussa un sourcil devant tout le monde.
Il ne dit pas non. Kyle expira lentement. C'était nouveau. Je sais. Les préparatifs commencèrent comme n'importe quelle autre tâche ménagère, mesurée et modérée, mais ils prirent rapidement une autre tournure. Mehera choisit un duo. Lyra insista pour ajouter des mouvements simples avec les mains. Talon s'entraîna tard, le soir, jouant des gammes et des fragments, jusqu'à ce que ses doigts se souviennent de ce que son cœur avait craint. Qu'il construisit un petit banc pour qu'ils puissent s'asseoir pendant les répétitions, gravant leurs initiales sur le côté. Il ne leur dit rien, le laissant simplement près du piano avec un tournevis et une note indiquant « À toi de choisir ». Le soir venu, le banc était recouvert de dessins, d'étoiles, d'arbres, du contour d'une cabane. Au centre, Sorel avait écrit un mot en lettres cursives. Le soir du récital arriva comme le printemps lui-même, hésitant, plein d'attentes. L'église était petite, avec des bancs en bois et des programmes en papier. Les voisins sont venus avec des plats et des chaises de jardin. Ce n'était pas très formel, mais pour les enfants, c'était comme Broadway. Celle s'est assise à côté de Cale, près du fond. Lyra et Mehera portaient des robes assorties, leurs tresses nouées avec des rubans. Talon se tenait près de la porte de la scène, les mains enfoncées dans ses manches, les yeux vifs. « Il ne va pas le faire », murmura Cale. « C'est trop. »« Attends », chuchota Celle. Effectivement, lorsque les filles commencèrent leur chanson, douce et un peu fausse, Talon s'avança et se glissa sur le banc du piano. Il ne regardait pas le public. Il regardait ses sœurs et jouait. Ce n'était pas parfait. Le tempo était instable. Quelques notes étaient fausses, mais c'était de la musique. Et à ce moment-là, c'était tout ce qui comptait. Les applaudissements étaient chaleureux et sincères. Plus tard, sous la lumière du porche que Cale avait laissé allumer toute la nuit, la famille était assise sur les marches, pieds nus et le ventre plein de gâteaux. « C'est la meilleure chose que j'ai jamais faite », déclara Mehera, en léchant le glaçage sur son doigt. « J'ai aimé la danse », dit Lyra. Kyle jeta un coup d'œil à Talon. « Et toi ?» Talon haussa les épaules, mais ses lèvres s'incurvèrent vers le haut. Celle appuya légèrement sa tête contre l'épaule de Kyle. « Il a joué », murmura-t-elle. « Oui », répondit Kyle. La lumière du porche vacilla une fois dans le vent, puis se stabilisa. Quelques lucioles clignotaient dans l'obscurité. « Tu sais », dit Kyle doucement, « Ray disait que la lumière du porche était une promesse que quelqu'un serait toujours à la maison, toujours en attente. » Sorel leva les yeux vers lui. Et maintenant, il croisa son regard. Maintenant, c'est plus qu'une promesse. Il dit que c'est un accueil. Plus tard dans la nuit, après que les enfants se furent couchés, Cale trouva une feuille de musique pliée sur le piano. Elle était écrite à la main, dans l'écriture en bloc de talon. Une mélodie simple, mais belle. Au bas de la page, 3 mots, pour ma famille. Kyle suivit les mots du bout du doigt, le cœur battant lentement, puis il éteignit la lampe, mais laissa la lumière du porche allumée. Tout commença par le bruit d'une goutte, douce et régulière, contre la fenêtre de la cuisine, puis une autre, et ensuite ce fut l'averse, le genre de pluie printanière qui emporte la poussière de l'hiver et rappelle à la terre qu'elle sait encore fleurir. Sorel se tenait pieds nus près de la porte moustiquaire, regardant les rideaux d'eau tomber sur les arbres, l'herbe, l'allée de gravier, qui commençait déjà à scintiller de flaques. Elle respirait profondément l'odeur des pins et de la terre, de tout ce qui était frais et vivant. Derrière elle, Mehera et Elera pressèrent leurs visages contre la vitre comme des enfants devant une exposition au musée. « On peut sortir ?» demanda Mehera. Kyle leva les yeux de la table de la cuisine où il réparait le pied d'un tabouret. « Il fait froid, mais c'est amusant. »« Il fait froid », ajouta Lyra. Sorel sourit en se tournant vers elle. « Veste imperméable, bottes. 5 minutes. »
Elles poussèrent des cris de joie et disparurent dans un tourbillon de chaussettes. Sur le porche, Carl la rejoignit avec 2 tasses de café. La vapeur s'élevait en petits tourbillons, dansant avec la brume. Ils restèrent debout, côte à côte, silencieux, pendant un moment, laissant la tempête remplir l'espace entre leurs mots. « Elles n'ont jamais connu un printemps comme celui-ci », dit Sorel doucement. Kyle acquiesça. « Elles s'en souviendront. » Elle se tourna vers lui, les yeux brillants de pluie. « Tu penses que tous ces détours étaient peut-être pour ça ?» Kyle regarda le champ où les filles tournaient en rond, les bras tendus, les cheveux trempés, la joie à l'état pur. « Je ne sais pas, » dit-il, « mais j'ai arrêté de me demander pourquoi. Il y a longtemps, la tempête s'était levée soudainement et violemment. Le tonnerre grondait au loin, grave et roulant. Le vent s'est levé sous l'auvent du porche, projetant la pluie sur le côté et renversant l'arrosoir en tôle près des marches. Kyle s'est dépêché. Rentrons-les. » Mais alors qu'il les appelait d'une voix calme, il a remarqué quelque chose d'étrange. Mera n'était pas avec Lyra. Il a scruté le champ. Aucun signe d'elle. « Lyra !» a-t-il crié en sautant du porche. « Où est ta sœur ?» Lyra a pointé frénétiquement vers la remise à l'arrière. Elle est allée chercher la couverture du fort. Elle a dit qu'elle était en train de se mouiller. Celle était déjà en train de courir avant que Kyle ait pu répondre. La remise était vieille, pas dangereuse, mais le chemin derrière elle était en pente et s'inondait rapidement pendant les tempêtes. Et Mera, petite et déterminée, était plus courageuse que prudente. Qu'il arriva à la remise quelques instants après sur elle, le vent et la pluie aveuglant, déchirant son manteau. La porte était un véritable tonneau. À l'intérieur, Mera était accroupie près du bac de rangement, serrant une couverture trempée, ses bottes submergées dans une fine couche d'eau boueuse. Sa lèvre tremblait, non pas de peur, mais de froid. Celle tomba à genoux et l'enlaça. « Je vais bien, » dit Mera d'une voix tremblante. « Je ne voulais pas qu'elle soit abîmée. Elle sent comme nous. » Kyle sentit son cœur se serrer. Il s'agenouilla à côté d'elle, prit doucement la couverture et lui sourit. « Tu es plus courageuse que la plupart des adultes que je connais. » Elle se blottit contre sa mère, frissonnante. Ils la portèrent à l'intérieur où Talon avait déjà commencé à allumer un feu dans le poêle à bois. Il ne dit rien, se contenta de tendre une serviette à Kyle et de lui indiquer le canapé. 1 heure plus tard, Mera était au chaud, sèche, enveloppée dans la couette trouvée dans le grenier, et buvait un chocolat chaud avec des marshmallows. Ses joues étaient à nouveau roses, son sourire endormi mais rassuré. Lyra était blottie contre elle et fredonnait doucement. Kyle s'appuya contre le cadre de la porte, regardant le feu, la lumière, la famille qui était devenue la sienne. Celle vint se placer à côté de lui, une serviette drapée sur les épaules. « Elle va bien ?» dit-elle doucement. « Je sais. Et toi, ça va ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Je ne savais pas à quel point j'avais besoin d'eux, de tous, de toi. Sur elle ne broncha pas. Elle le regarda simplement, avec cette force tranquille qu'il avait appris à admirer. « Tu n'es pas le seul, » murmura-t-elle. Ils restèrent ainsi un moment, la pluie s'apaisant à l'extérieur, crépitant derrière eux. Puis Kyle dit « Viens avec moi ». Ils traversèrent la cour, leurs bottes s'enfonçant dans l'herbe mouillée, jusqu'à atteindre l'autre côté de la clôture. Là, à côté du jardin, se dressait une structure nouvellement construite. Ce n'était encore qu'un squelette, quelques poutres de fondation, mais cela suffisait pour voir ce que cela allait devenir. Sorel cligna des yeux. « C'est ça ?» Kyle acquiesça. Une deuxième cabane, une petite, un studio pour la musique, la peinture, avec des étoiles au plafond, peut-être pour les expériences scientifiques qui ne rentrent pas dans la cuisine. Elle le regarda, le cœur battant. « Tu l'as construit pour eux, pour nous, dit-il. Si tu veux rester,
si tu te sens chez toi, ici. » Celle s'approcha. La pluie ruisselait sur les pins derrière eux. L'odeur de la terre, de la sûre et de quelque chose qui ressemblait à un nouveau départ emplissait l'air. « C'est vrai, » dit-elle, « c'est vraiment chez nous. » Kyle lui prit la main. Elle le guida, et ils se tinrent debout dans la clairière boueuse, trempés jusqu'aux os, mais enracinés comme des racines qui avaient enfin trouvé leur place. De retour à l'intérieur, Mera dormait sur le canapé, recroquevillée sous la couverture. Lyra avait laissé un mot sur le comptoir. « Maman, Talon dit qu'il écrit une chanson. Il a dit que ça parlerait peut-être de toi. » Celle rit doucement. Kyle regarda par-dessus son épaule et sourit. Elle n'a pas tort. Celle se tourna vers lui, une question dans les yeux. « À propos de moi. » Kyle n'hésita pas. « Tout est à propos de toi. » La lumière du soleil matinal filtrait à travers la fenêtre de la cuisine, et de douces rayons dorés projetaient de longues ombres sur le comptoir. La pluie avait cessé, laissant le monde embaumant le pain et la terre propre. Les oiseaux étaient revenus sur leurs branches et gazouillaient comme si rien ne s'était passé. C'était un matin calme, trop calme. Kyle l'avait remarqué dès qu'il avait descendu les escaliers. Pas de cliquetis de cuillères, pas de rires étouffés derrière les coussins du canapé, pas de miroir réclamant plus de confiture, pas de Lyra chantant faux et pas de Surelle. La cafetière était froide sur la cuisinière, intacte. Un torchon à moitié plié était posé sur le comptoir. La porte d'entrée était fermée, mais pas à clé. Kyle fronça les sourcils, sentant une tension monter dans sa poitrine. Il se retourna lentement, scrutant la pièce, et aperçut la boîte à pain, une vieille boîte en bois qui avait autrefois servi. Celle avait insisté pour l'utiliser, disant que les sacs du magasin faisaient rassir le pain plus vite. Personne n'avait utilisé la boîte à pain depuis des mois, jusqu'à son arrivée. À présent, le couvercle était ouvert. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier plié. Kyle le fixa pendant 10 bonnes secondes, avant d'y glisser soudainement son doigt, trop grand, trop maladroit. Il déplia le mot. « Kyle, si je t'avais dit hier soir, je serais resté. Et même si j'ai très envie de rester, j'avais besoin de me rappeler qui je suis quand personne ne me regarde. Pour mes filles, pour moi-même, je serai de retour avant le dîner. Ne t'inquiète pas, je t'aime. » Kyle expira lentement et régulièrement, laissant son souffle apaiser les battements de son cœur. Il relut le mot, puis le plia avec soin et le glissa dans la poche de sa chemise. Celle conduisait, les vitres baissées, les cheveux attachés en une tresse lâche, les pointes emmêlées par le vent. Les filles étaient encore en sécurité dans leur lit lorsqu'elle était partie. Elle les avait regardées dormir longuement, avant de s'éclipser, le cœur lourd et plein d'émotions. Elle ne fuyait pas. Elle avait juste besoin de se retrouver seule pendant un moment, sans main à tenir, sans épaule sur laquelle s'appuyer, sans porche. La lumière n'était pas encore allumée. Elle avait besoin de sentir la force dans sa colonne vertébrale, le souffle dans ses poumons, pour se rappeler qu'elle n'avait pas troqué une forme de dépendance contre une autre. Elle retourna donc dans la ville où tout avait commencé, au tribunal, où elle avait autrefois mené un combat que personne ne croyait possible de gagner. Elle passa devant la maison qui avait été la sienne pendant une courte période et qui appartenait désormais à d'autres personnes menant d'autres vies. Elle passa devant l'école où son nom avait été effacé de la boîte aux lettres du personnel le lendemain de son départ. Elle ne s'arrêta nulle part, se contentant de regarder, de tout voir, et réalisa pour la première fois que tout cela ne lui appartenait plus. Il passa la journée à s'occuper. Il répara la marche du porche qui n'en avait pas besoin, réorganisa le tas de bois, emmena Talon en ville pour acheter de nouvelles partitions,
et laissa les filles choisir des graines de fleurs à la quincaillerie. Mais son esprit était toujours occupé par le mot. Il repassait ces mots dans sa tête comme une chanson, doucement, en boucle. Si je te l'avais dit hier soir, je serais resté. Et il comprenait. Sorel n'avait pas disparu parce qu'elle n'était pas sûre d'être partie, parce qu'elle était enfin devenue quelqu'un qui valait la peine d'être retrouvé. Cela ne l'empêchait pas de regarder l'horloge toutes les heures, ni de laisser la lumière du porche allumée, même si le soleil n'était pas encore couché. Il était un peu plus de 18 heures lorsque Cale entendit des pneus crisser sur le gravier. Il sortit sur le porche. Sorel descendit du camion, les épaules baignées par la lumière du soleil, le visage impassible. Pendant une longue seconde, aucun des deux ne bougea. Puis, Cale descendit les marches. Elle le rejoignit à mi-chemin. « J'avais besoin de voir d'où je venais », dit-elle d'une voix ferme. « Je sais », répondit-il. « Je pensais que ça m'aiderait à tourner la page, mais ça n'a pas été le cas. J'avais l'impression d'être dans un musée, un endroit que je peux visiter, mais pas y habiter. » Kyle acquiesça. Et maintenant, Celle leva les yeux vers lui, le regard clair et sans crainte. « Maintenant, je rentre à la maison. » Kyle n'hésita pas. Il ouvrit les bras, et elle s'y blottit comme si elle avait toujours été à sa place. Ce soir-là, après le dîner, les histoires et une quantité excessive de guimauve. Celle s'assit avec Cal sur la balancelle du porche. Les enfants dormaient. La maison était silencieuse, à l'exception du craquement occasionnel des poutres qui se refroidissaient et du ululement lointain d'un hibou. Celle appuya sa tête sur son épaule. « J'ai trouvé le mot, » murmura-t-il. « Je m'en doutais. » Il sourit. « Tu veux toujours qu'on te trouve ?» Elle leva les yeux vers lui, le regard brillant d'une lueur profonde et tranquille. « Je ne veux plus être sauvée, » dit-elle, « mais je veux être choisie. » Chaque jour, Kegel ne clignait pas des yeux. « Tu l'es. » À l'intérieur, sur le comptoir de la cuisine, la vieille boîte à pain était à nouveau ouverte. Et cette fois, à l'intérieur, il y avait un nouveau mot écrit de la main de Kyle. Pour le matin. S. Quoi que tu aies besoin de te rappeler, ou que tu aies besoin d'aller, tu trouveras toujours le chemin du retour. Et en dessous, une petite étoile en papier, pliée, à partir d'une partition. La lumière du porche était autrefois une habitude. Kyle l'allumait chaque soir, plus par habitude que par nécessité, et l'éteignait avant d'aller se coucher, comme il vérifiait les serrures ou se brossait les dents. Un geste vestige d'une vie qui avait autrefois été ponctuée de baisers avant d'aller se coucher et de promesses murmurées de laisser la lumière allumée jusqu'à son retour. Mais maintenant, elle restait allumée, non par oubli, mais par signification. L'été arriva doucement dans la cabane. Les matins étaient embaumés par le parfum des lilas et de la sciure de bois. Les après-midi résonnaient des rires des enfants qui couraient après les lucioles dans les hautes herbes, et les soirées s'étiraient sous le ciel doré. La deuxième cabane était presque terminée. Ce qui avait commencé comme un projet secondaire s'était transformé en quelque chose de plus grand, un effort familial. Celle aidait à isoler les murs, les cheveux attachés dans un bandana, les joues rougies par l'effort. Lyra et Mera peignaient des tournesols et des étoiles sur les panneaux intérieurs. Talon avait conçu une enseigne en bois pour la façade, sculptant les lettres avec soin. La pièce lumineuse, une idée de Sorel, un espace pour faire pousser des choses, avait-elle dit. La musique, l'art, la confiance et les gens, avait ajouté Kyle. À présent, à la veille de l'achèvement des travaux, ils se tenaient devant la cabane, en famille. 5 ombres s'étiraient sur l'herbe, la peinture encore fraîche derrière eux, leurs empreintes digitales, marquées à jamais, sur le rebord de la fenêtre. « Je veux dormir ici ce soir », dit Mera, en serrant un oreiller.
Moi aussi, renchérit Lyra. Ce sera comme une vraie aventure. Kyle regarda sur elle, qui haussa un sourcil. Il faudra des chaperons, dit-elle. Talon hésita derrière eux, puis acquiesça. Je reste aussi. Celle sourit. On va camper à l'intérieur ce soir. Ce soir-là, tandis que les enfants installaient leurs sacs de couchage et des guirlandes lumineuses dans la pièce claire, Kyle et Cell s'assirent côte à côte sur le porche de la cabane. Elle fouilla dans sa poche et lui tendit un morceau de papier plié, usé sur les bords, comme s'il avait été lu 100 fois. Il le reconnut immédiatement. « La note, dit-il. » Sorel acquiesça depuis la boîte à pain. Kyle déplia le papier et sourit en lisant ses propres mots. « Tu l'as gardé? Je l'ai toujours sur moi, dit-elle. Pas parce que j'ai besoin de me le rappeler, mais parce que j'aime me souvenir que quelqu'un m'a laissé quelque chose qui vaut la peine de rentrer à la maison. » Kyle le replia soigneusement et le lui rendit. Cela avait toujours été plus qu'une simple note. C'était une promesse. Elle croisa son regard. « Tu le penses tôt, toujours. » Il lui prit la main. Plus que jamais, ils rejoignirent les enfants dans le studio plus tard dans la soirée, allongés sous un plafond de guirlandes lumineuses et d'étoiles phosphorescentes. Lyra raconta une histoire inventée mettant en scène un renard qui portait des bottes de pluie et sauvait une ville de la tristesse. Mera répliqua avec une chanson qu'elle avait écrite et qui rimait « Porch Light », lampe de porch, avec « Midnight », minuit, et « Marshmallow », guimauve, avec « Hello », bonjour. Talon lut un poème tiré d'un journal défraîchi. Le rythme était lent et la fin forte. Ceux qui restent ne sont pas toujours bruyants. Parfois, ils se contentent d'allumer la lampe du porche pour que tu puisses rentrer à la maison quand tu es prêt. Personne ne parla après cela. Il n'en avait pas besoin. Le lendemain matin, Kyle fut réveillé par le bruit de pas légers à l'extérieur. Il sortit de son sac de couchage en prenant soin de ne réveiller personne et s'avança sur le petit porche de la pièce lumineuse. Sous la lumière matinale, Celle se tenait pieds nus dans l'herbe humide de rosée, une tasse de café à la main. Kyle la rejoignit, leurs mains s'effleurant. « Aujourd'hui, c'est un jour spécial », avait-elle dit. C'était vrai. Ils restèrent un moment à regarder le brouillard se lever sur les champs, laissant place à une lente promesse de deuil. « Sommes-nous vraiment ici ?» murmura-t-elle. « Nous avons réussi ?» Kyle se tourna vers elle, le regard fixe. « Nous n'avons pas réussi sur elle, nous l'avons construit. » Elle leva les yeux vers lui, le sourire empreint d'une joie plus ancienne que la joie. La paix. « Je croyais que mon histoire s'était terminée le jour où ils m'ont fermé la porte, » dit-elle. « Mais maintenant, je vois que ce n'était qu'un chapitre. » Il passa un bras autour de ses épaules et la serra contre lui. « Et ça ?» demanda-t-il. Elle se blottit contre lui. « C'est le miracle dont je n'avais jamais osé rêver. » Plus tard dans la soirée, de retour dans la maison principale, Sorel trouva Talon dans la cuisine, en train d'épingler quelque chose sur le tableau en liège à côté du réfrigérateur. Elle s'approcha. C'était une carte dessinée à la main, un plan de leur terrain parsemé de cœurs, d'étoiles et de petits noms. La pièce lumineuse, le jardin de Ré, le banc, le porche. En bas, il avait écrit « Chez nous », où la lumière ne s'éteint jamais. Elle posa sa main sur son épaule. « Tu as fait un tel chemin, » dit-elle. Talon ne la regarda pas. « Toi aussi. » Puis il se retourna et fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il la serra dans ses bras et elle le serra fort. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Calais n'éteignit pas la lumière du porche avant d'aller se coucher. Il la laissa allumer intentionnellement, comme une déclaration, pas par habitude. Pour tous ceux qui cherchaient encore, pour tous ceux qui avaient besoin de la preuve que parfois les gens restent, que parfois le monde fait place à la guérison et que les secondes chances
arrivent discrètement, accompagnés de musique, de pluie et de couvertures cousues à la main. Et pour la famille qui repose désormais en sécurité sous son toit, respirant profondément dans un monde qu'ils ont reconstruit, un jour après l'autre, dans la boîte à pain, à côté des vieilles notes, un nouveau bout de papier attendait. L'écriture de Sorel était délicate et assurée, comme pour l'homme qui avait allumé la lumière du porche et ne l'avait plus jamais laissé s'éteindre. Avec tout mon amour, et c'est peut-être ce que nous recherchons tous, d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas seulement un toit ou une chambre, c'est une lumière permanente, une main permanente, un endroit où quelqu'un murmure « Tu peux te reposer maintenant, tu es chez toi ». Si cette histoire vous a touché, j'aimerais savoir où vous vous trouvez aujourd'hui. Laissez un petit commentaire ci-dessous. C'est toujours réconfortant de voir jusqu'où la gentillesse peut aller. Et si vous souhaitez entendre d'autres histoires, comme celle-ci, des histoires qui guérissent, inspirent et nous rappellent que la gentillesse existe encore, n'hésitez pas à vous abonner. Sachez que vous serez toujours les bienvenus ici, du fond du cœur. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire et d'être quelqu'un qui écoute jusqu'au bout.